Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, chers étudiantes et étudiants de la section F1C1 Maths SVT, nous sommes réunis une fois de plus dans le cadre du cours de géologie de la F1C1 Maths SVT. Nous abordons aujourd'hui un nouveau chapitre qui concerne les phénomènes magmatiques, à savoir le volcanisme et le plutonnisme. Pour rappel, dans la démarche, je vous ai remis un ensemble d'activités à faire pour pouvoir démarrer correctement ce cours-là. Le cours que nous allons faire aujourd'hui et qui porte sur le magmatisme et les phénomènes associés, donc c'est un cours qui est destiné, comme j'ai toujours, pour les étudiants de F1C1 Maths SVT. Alors, dans ce cours-là, nous avons donc un objectif OS3, dont l'activité principale, donc c'est l'OS, objectif spécifique, c'est d'expliquer les phénomènes magmatiques, le volcanisme et le plutonnisme. Et nous avons proposé 10 activités. La première activité, c'est la description du magma. La deuxième porte sur la détermination des caractéristiques d'un magma. La troisième, explication de la genèse du magma à partir de l'exploitation des résultats d'expérience. Et en activité 4, nous avons une explication de la cristallisation magmatique. Et là, nous allons aborder donc la cristallisation fractionnée et la sédimentation magmatique. Activité 5, description d'une éruption volcanique. Activité 6, classification des éruptions volcaniques en fonction de leurs caractéristiques. Activité 7, identification et classification des produits d'un volcan. Activité 8, donc A3-8, localisation des volcans effusifs et explosifs à partir de documents. Activité 9, découverte de la notion de plutonnisme. Et enfin, activité 10, identification du mode de jugement des roches plutoniques. Pour organiser donc ce cours, donc le plan adopté est le suivant. Nous avons 3 grandes parties. La première va porter sur le magma. La deuxième partie porte sur les phénomènes liés au volcanisme. Et la troisième partie va porter sur les phénomènes liés au plutonnisme. Pour le magma, nous allons faire d'abord dans un premier temps étudier la description du magma. On va décrire le magma. On va également aborder le processus magmatique. Et dans le grand 2, nous allons voir ce que c'est que le volcanisme. Nous allons également découvrir l'appareil volcanique, étudier la diversité des éruptions volcaniques, les produits rejetés par l'activité volcanique, les phénomènes magmatiques secondaires associés au volcanisme. On va également aborder des exemples de structures morphologiques liées au volcanisme. Et enfin, nous allons donc identifier la répartition des volcans à travers le monde. Dans la troisième partie, on va aborder la notion de plutonisme, les modes de jugement et également les jugements donc des roches plutoniques. Voilà, mesdames et messieurs, le plan que nous allons utiliser. Dans cette première partie, nous allons donc voir le magma. En fait, dans la définition qui est proposée, le magma est un mélange de cristaux, à savoir des minéraux, et d'une phase fluide à très haute température et également sous des proportions variables. En d'autres termes, la composition du magma est intimement liée à la température et également à la pression, ce qui détermine le pourcentage de cristaux, mais également de la phase fluide. Nous allons voir dans cette partie la composition du magma, mais également le rôle de la température et aussi donc la viscosité. Le magma est un bien silicaté, donc c'est un bien fondu, qui est formé donc de 40 à 75% de son volume, son poids, de silicate, donc SiO2. En termes de composition, la phase liquide représente jusqu'à 70% du volume, donc ça varie de 10 à 70%. Et la phase solide qui est constituée essentiellement par des cristaux, à savoir des minéraux cristallisés. Et également, on a une phase gazeuse qui varie donc de 0,2 à 4% du poids. Et cette phase gazeuse est constituée essentiellement par la vapeur d'eau, H2O, du dioxyde de carbone qui représente 98%. On a également du soufre, du chlore, phosphore et également du fluor
de l'azote, de l'argon, mais qui sont à des proportions extrêmement faibles, donc très rares, qui avoisinent au maximum donc 1%. La température du magma peut atteindre 1200 degrés. C'est le cas par exemple des magmas basaltiques. Et cette température elle varie en fonction de la composition chimique. C'est ainsi que donc les magmas rhyolithiques ont une température qui varie donc de 650 à 800 degrés Celsius. Les magmas andésitiques ont des températures qui varient donc de 800 à 1000 degrés Celsius, alors que dans le cas des magmas basaltiques, on peut atteindre donc des températures qui vont jusqu'à 1200 degrés Celsius. Et vous pouvez voir sur les images qui sont présentées à droite de votre écran que le magma en fait se présente sous, n'est-ce pas, une roche de feu. C'est ainsi donc qu'on voit le magma apparaître sous la forme, n'est-ce pas, d'un fleuve de feu, n'est-ce pas, qui circule. Et le magma est aussi caractérisé par sa mobilité. On voit que le magma se déplace. Et cette mobilité-là est liée à un facteur qu'on appelle bien sûr la viscosité. Alors, il y a plusieurs types de magma. Et la classification, elle peut être faite sur la base de la composition chimique, mais plus spécialement de la teneur en silice, donc en SiO2. C'est ainsi que nous avons les magmas basiques, principalement donc le magma basaltique ou gabbroïque. Alors les deux, c'est en fonction des environnements. Dans tous les cas, donc ici, les magmas basiques sont des magmas qui ont entre 45 et 55% de SiO2. Ce sont des magmas riches en fer, en Mg et en Ca2+, donc en ferro-magnésien. Par contre, ils sont pauvres en potassium et aussi en sodium. Nous avons les magmas intermédiaires, donc qui ont une composition en silice variant entre 55 et 65%, et que ces magmas intermédiaires sont essentiellement les magmas de type andésitique, mais également de type dioritique. Et la composition, donc le pourcentage de Fe, Mg, Ca, Na et K, et également ce nombre de pourcentages qui sont moyens. Donc on a des concentrations moyennes en ferro-magnésien, mais également en potassium, ici en sodium. Et de l'autre côté, nous avons les magmas de type acide, principalement les magmas rhyolithiques ou les magmas granitiques. Dans ces magmas, nous avons des pourcentages de SiO2, donc de silice, allant de 65 à 75%. Ce sont des magmas pauvres en ferro-magnésien, mais riches en sodium et aussi en potassium. Les types de magma, dans la grande majorité, donc quel que soit le magma que nous avons, il y a donc la viscosité. En fait, la viscosité par définition, c'est la résistance du magma à l'écoulement. Lorsque nous avons un liquide, si le liquide est visqueux, donc concentré, c'est un liquide donc qui circule difficilement. Alors que si le liquide est moins concentré, il se déplace, n'est-ce pas, de manière très rapide, donc il est fluide. Ainsi, plus un magma est visqueux et moins il se comporte comme un fluide. Alors nous allons voir sur donc, la vidéo qui est à côté, le magma, n'est-ce pas, dans son comportement. Mais avant cela, ce qu'on peut voir, c'est que la composition du magma est définie par la teneur en SiO2. Et c'est cette composition-là qui définit également la viscosité. En fait, plus la teneur en SiO2 est élevée, plus le magma est visqueux. Donc il s'établit une relation entre la viscosité et la teneur en SiO2. Donc c'est une fonction mathématiquement parlant. La viscosité donc est fonction de la teneur en SiO2 du magma. On trouve également dans le magma des gaz dissous sous forme de bulles, également de l'eau. Et la température du magma contrôle également la viscosité. En fait, plus un magma est chaud, moins il est visqueux. Et inversement, le magma à faible température est un magma qui est très visqueux. Ce qui fait que la viscosité évolue en fonction inverse par rapport, n'est-ce pas, à la teneur en SiO2 dans le magma. Et les magmas donc basaltiques sont des magmas très fluides parce qu'évidemment, ce sont des magmas qui sont pauvres en SiO2 et par conséquent donc très fluides, donc ils se déplacent facilement. Les magmas rhyolithiques sont des magmas qui sont une viscosité qui est très élevée parce que riche en SiO2. Donc, on retient que la viscosité est une propriété très importante, détermine le caractère éruptif des magmas. Sur cette vidéo, on peut voir facilement donc des scientifiques évaluer la température du magma, mais également observer le magma qui émane directement des entrailles de la Terre. We're steady at 1156. Maybe a little deeper. 159. 1156.
162 degrés Celsius. Voilà, donc là, c'est une vidéo qui montre en fait de la lave. En fait, c'est un magma qui est arrivé en surface. Donc, c'est de la lave en fait qu'on observe à la surface. Et on voit qu'il est extrêmement à très forte température, comme donc on peut le voir sur l'enregistreur. En grand 2, nous allons aborder la genèse des magmas. Les magmas se forment par fusion des roches du manteau et cette fusion conduit à la formation d'un liquide qui est le magma. Ici sur le diagramme, nous avons les trois états. D'une part, nous avons les solides, d'autre part, la période pendant laquelle nous avons la coexistence entre une phase solide et une phase liquide, et enfin la phase pendant laquelle il y a une fusion totale de la roche, donc qui est la phase liquide. Sur le diagramme, nous avons deux courbes. La courbe qui correspond au solidus et celle qui correspond au liquidus. Le solidus, c'est une courbe en dessous de laquelle nous avons une roche qui est entièrement solide et au-dessus de laquelle nous avons la coexistence de cristaux et de liquides dans le produit de la transformation. Et le liquidus, c'est une courbe qui sépare un domaine où il y a coexistence entre ce qui est solide et également ce qui est liquide. En d'autres termes, au-dessus du liquidus, nous avons entièrement du liquide et en dessous du liquidus, nous avons la présence ou bien la coexistence de cristaux et également de liquide. Donc, sur ce diagramme, le magma, donc, en résumé, est issu d'un processus de fusion déterminé par les conditions de température et de pression. Le solidus, c'est la courbe qui sépare le domaine où la phase solide coexiste seule du domaine où elle coexiste avec une phase liquide. Et le liquidus, c'est la courbe qui sépare le domaine mixte avec des liquides, un liquide et également des cristaux, et celui où existe uniquement la phase liquide. La formation du magma peut se faire en plusieurs étapes en fonction des environnements. Au niveau des dorsales, nous avons ce qu'on appelle la décompression adiabatique. En fait, au cours de cette décompression-là, il y a une remontée du géotherme de façon adiabatique, ce qui fait que on aura une migration du magma vers la surface. Ainsi, il se forme des basaltes de type morbe et ces basaltes-là donc se forment dans un environnement et on a donc ici uniquement la phase à remonter avec abaissement donc de la température. Lorsqu'il y a une augmentation de la température, ce qui se produit dans le cas des panaches de points chauds, nous avons des convections mantéliques. Et cette convection favorise la remontée des magmas d'origine profonde et il s'ensuit la formation de basaltes de type océanique Iceland Balt, océanique Iceland Basalt, autant pour moi, donc type OIB. Et nous avons en dernier lieu les magmas qui se forment dans un environnement de type subduction, donc dans les zones de subduction. Dans ces zones, nous avons une déshydratation de l'altosphère océanique et l'eau qui est produite, comme vous pouvez le voir sur le diagramme, donc le solidus qui est hydraté, a tendance à abaisser le point de fusion. En d'autres termes, ici sur le diagramme, on peut voir que lorsqu'il y a hydratation des roches, la température nécessaire pour créer donc la fusion, au moins partiellement, elle est beaucoup plus faible que dans les conditions autres, donc en absence d'eau. Et ainsi, il se forme des roches qui sont hydratées avec ce type donc de basalte. On va aborder ici les expériences sur la cristallisation fractionnelle. Ces expériences ont été déroulées par Norman Lee Bowen et ses collaborateurs
raison pour laquelle on parle très souvent des séries réactionnelles de Bowen. L'expérience consiste à disposer d'une poudre de roche, évidemment c'est une roche qui est broyée, et porter cette poudre de roche à une très haute température jusqu'à obtenir une fusion totale. Il s'ensuit un liquide qui est un liquide magmatique et qu'on laisse refroidir. Et pendant cette période, on observe les phénomènes qui se produisent pendant le refroidissement, donc lors de formation du minéral. L'expérience a été reprise plusieurs fois en réduisant à chaque fois de manière progressive la température. Au cours de cette expérience, comme vous pouvez le voir, on laisse le magma se refroidir et on observe la formation des cristaux au fur et à mesure que le magma se refroidit. Ce qu'on remarque, c'est qu'à chaque fois qu'il y a formation de cristaux, le liquide qui reste du magma a une composition très différente du liquide initial. Et sur le document qui est à droite, on peut apercevoir que le magma résiduel 1 a une composition différente du magma initial et cela est dû à la formation des cristaux et ces cristaux formés vont être en fait isolés du liquide résiduel. Donc pendant cette phase-là, nous avons la coexistence des cristaux et d'un liquide magmatique résiduel, mais qui a une composition différente du liquide initial. Lorsque le liquide résiduel 1 se refroidit, on va avoir l'apparition de nouveaux cristaux et il restera un liquide qui aura une composition différente, donc le magma résiduel 2 aura une composition différente du magma résiduel 1, ainsi de suite jusqu'à la fin. Et si on regarde les blocs de pourcentage qui sont juste au-dessus, on passe d'un magma initial enrichi en Si, donc avec Si et Mg, vers un magma final, résiduel 3, qui est pratiquement constitué par du Si. Et ce qui fait que, même si on regarde en termes d'environnement, les basaltes qui se trouvent au début, donc lorsque les basaltes se refroidissent, on va obtenir au fur et à mesure des magmas qui sont enrichis en Si, mais appauvris en ferro-magnésiens, qui, je rappelle, sont les premiers à se former au cours de la cristallisation. Compte tenu du niveau de la classe, évidemment, nous n'allons pas aborder de manière très détaillée l'ensemble des phénomènes secondaires qui se produisent lors de la cristallisation. Mais ce qu'on retient, c'est que tout simplement la cristallisation magmatique, cette différenciation, est aujourd'hui acceptée pour comprendre l'ordre de formation des minéraux au cours du refroidissement. Et également, cette différenciation magmatique se fait à travers une cristallisation en plusieurs phases, donc fractionnelle, et que les cristaux formés vont se déposer au fond du réservoir, ce qu'on appelle la sédimentation magmatique en laboratoire. Dans la deuxième partie, nous allons voir les phénomènes liés au volcanisme. Le volcanisme, par définition, c'est un ensemble de phénomènes qui apportent à la surface des matériaux en provenance des profondeurs de la Terre, sous forme d'éruptions appelées éruptions volcaniques. Il faut entendre par matériaux le magma, qui est en profondeur, qui remonte vers la surface. Et une fois que le magma arrive en surface, on parle d'une éruption de type volcanique. Et cette éruption, elle se fait à travers un appareil qu'on appelle l'appareil volcanique. Sur les deux figures que vous avez ici, nous avons le magma qui est formé en profondeur. Une fois que cela est fait, le magma a tendance à exploiter les zones de faiblesse, principalement les failles, pour arriver à la surface. Cette remontée peut se faire plus ou moins lentement en fonction des types de magma que nous avons. Le magma, maintenant qu'il soit fluide ou moins fluide, la vitesse de propagation ne serait pas donc la même. Donc là, sur ce document, on voit l'appareil volcanique qui est constitué d'un cône volcanique, qui est donc l'endroit à la surface de la Terre, donc l'édifice à la surface de la Terre, à travers lequel le magma arrive en surface. Et ce cône-là est également caractérisé à son extrémité par ce qu'on appelle le cratère. Donc à la surface, il y a arrivée du magma. Et quand le magma arrive, le comportement du magma à la surface est fonction de ses propriétés, qu'il soit liquide ou bien qu'il soit solide. Ce qui fait qu'on peut s'attendre à deux types d'éruptions. L'éruption peut être de type effusive, c'est-à-dire que donc le magma il est liquide, ou bien explosive dans le cas où le magma il est relativement solide. Donc en résumé ici, ce qu'on peut dire c'est que le magma,
formée donc remonte à une vitesse donc de 0,5 à 2 km par jour jusqu'au réservoir magmatique situé entre 100 et 70 km de profondeur. Le séjour peut durer un certain temps, donc ça veut dire que la mise en place du magma dans le réservoir peut se faire en certain temps. Et également, le moment donc va poursuivre son cheminement et cela également va se faire donc suivant donc un temps relativement long. Qu'est-ce qu'une éruption volcanique? C'est la reprise de l'ascension. Donc le moment où il est formé, il est arrivé donc dans la chambre magmatique, il y séjourne pendant un certain temps. Et lorsqu'il reprend son ascension, dans ce cas, on parle d'éruption, donc depuis le réservoir magmatique jusqu'à la surface, en passant souvent par des réservoirs type superficiel. Et le volcan peut être défini comme une cheminée faisant communiquer la couche profonde de roches fondues avec la surface du globe. Il présente des phases d'activité et également des phases de repos. Donc, le fonctionnement d'un volcan n'est pas continu. Le fonctionnement peut être interrompu donc par des phases de repos. L'arrivée du magma en surface s'accompagne d'une décompression. En d'autres termes, le magma a tendance à se débarrasser de ses gaz, ce qu'on appelle le dégazage. Et ainsi, lorsque le magma est en surface, il y a donc décompression et libération de gaz, et dans ce cas, on parle, n'est-ce pas, d'une lave. Et la vitesse d'échappement des gaz est dépendante de la viscosité de la lave. Si la lave est fluide, évidemment, les gaz vont s'échapper facilement. Dans ce cas, il n'y a pas d'activité explosive. Donc, il y a une effusion, comme on le verra donc dans le cas donc, du sang. Par contre, si la lave est visqueuse, les gaz ne s'échappent pas, ou bien s'échappent difficilement, ce qui va créer une surpression. Et dans ce cas, pour que les gaz puissent se libérer, il y a donc des activités explosives qui accompagnent cette libération. Ainsi, la violence des explosions est d'autant plus importante que la lave est visqueuse. Alors, sur ce document-là, on peut voir sur la vidéo ce qu'on entend par une éruption effusive. Voilà, chers étudiants, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, ici on voit une lave qui s'écoule comme de l'eau, très fluide, à très haute température. Et on voit que l'écoulement ne s'accompagne pas de libération de gaz. Donc là, nous sommes dans le cadre d'une éruption de type effusive. Ici donc, on peut dire, l'écoulement, il est rapide en fait de la lave. Et la coulée également déborde et forme une nappe liquide, comme de l'eau qui coule, et la vitesse peut atteindre les 30 km par heure. La lave est très fluide et tombe en cascade, donc vous pouvez le voir sur la deuxième séquence. Et les gaz s'échappent facilement, pratiquement on ne les observe même pas. Au repos, le cratère renferme de la lave bouillante. Et là donc, comme c'est un mouvement qui est basaltique, la température peut avoisiner les 1200 degrés Celsius, et ce qui fait que donc le dégagement donc, des gaz est relativement facile. C'est le cas donc comme type de volcan, le Mauna Loa, le Nyiragongo et bien sûr certains volcans d'Islande. Donc voilà ce point pour l'éruption effusive. Pour l'éruption explosive, voilà ce qui se passe. Ici, voilà. Donc là, nous avons une éruption de type explosive.
Et comme vous pouvez l'entendre avec la vidéo, donc il y a beaucoup d'explosions. Et on voit que donc ici, la lave ne se coule pas. Par contre, nous avons une fumée extrêmement importante qui s'élève très haut dans le ciel, qu'on appelle donc la nuée ardente, donc qui est un mélange de gaz et bien sûr de cendres. Et aussi, c'est accompagné, comme vous pouvez le voir sur la figure, n'est-ce pas, d'une émission de particules solides, principalement des blocs, et également même de grandes parties donc, du cratère qui sont bien sûr dépiquetées, qui sont prises en compte au cours, n'est-ce pas, de l'explosion. Et là, pour l'éruption explosive, c'est parce que tout simplement, le dégazage est relativement faible. En fait, il y a donc le fait que la lave est visqueuse, elle tend donc à boucher la cheminée. Les gaz n'ayant pas de possibilité de sortir facilement, ils vont être concentrés. Donc les gaz seront concentrés et donc ils seront bien sous pression. Lorsque donc ils sont concentrés, les gaz vont augmenter la pression. Il s'ensuit donc une explosion, donc boum, ça sort carrément. Et on a donc une nuée très chaude qui est projetée verticalement. Et cette nuée-là donc de gaz projeté, donc c'est conçu par des gaz accompagnés de cendres abondantes qui peuvent retomber avec bien sûr des produits solides, donc les produits qui proviennent de, n'est-ce pas, des volcans, donc du cratère, qui ont été bien sûr décapités. La lave s'écoule sous forme de coulée massive, donc difficilement parce qu'elle est visqueuse. Et également, l'écoulement étant difficile, elle se fait bien sûr. Sur ce document, on fait une comparaison entre éruption explosive et éruption effusive. La différence entre les deux éruptions réside principalement dans la nature du magma, donc de la lave qui est émise lors de l'éruption. Pour le cas de l'éruption effusive, la lave est très fluide, les gaz sont facilement libérés et la lave s'écoule facilement sur les flancs du volcan. Il y a pratiquement peu de gaz libérés et on n'observe pas de projection d'éléments solides. Dans le cas de l'éruption explosive, par contre, le magma étant très visqueux, les laves sont difficilement dégazées, donc les gaz sont difficilement libérés. La lave est figée, compacte, s'écoule difficilement sur les flancs du volcan et on observe des explosions assez importantes avec libération d'une nuée ardente jusqu'en altitude et aussi projection de matériaux émanant principalement du cône volcanique et aussi de la solidification des produits rejetés. Sur les deux documents, on peut faire donc la comparaison entre l'éruption effusive et l'éruption explosive. Lors de l'éruption volcanique, plusieurs produits sont libérés par les volcans. Ces produits peuvent être des produits gazeux, des produits solides, mais également des produits liquides. Parmi les produits gazeux libérés, on peut citer la nuée ardente qui est émise lors d'une éruption explosive. Et cette nuée ardente est accompagnée de la libération de gaz, notamment les gaz combustibles composés par l'hydrogène et par les oxydes d'hydrogène. On a également des gaz non combustibles tels que l'azote, les oxydes de carbone, mais également les produits sulfurés. En plus de ces gaz, nous avons la vapeur d'eau. Et l'ensemble de ces gaz peuvent être libérés pendant la phase d'activité, tout comme pendant la phase de repos. Et les gaz s'échappent à partir des fissures du cratère, mais également peuvent être libérés sur les flancs du cône volcanique. Les produits liquides sont constitués principalement par les laves fluides. Ces laves fluides, également aussi les laves visqueuses. Donc globalement, les liquides sont matérialisés ici en termes de production, en termes d'éléments libérés par les laves. Pour les laves fluides, ces laves donc sont capables de s'écouler sur de longues distances comme on le connaît et ils peuvent dans certains cas donner naissance lors de refroidissement à des structures particulières en forme de prisme qu'on appelle les orgues basaltiques. Naturellement, la lave est de nature basaltique, donc elle est émise par un volcan de type effusif et que ces types de structures sont observables à Dakar au niveau du Cap Manuel derrière l'hôpital Aristide Le Dantec. Pour les laves visqueuses, ce sont des laves qui sont
pas donc capables de circuler sur longue distance et par conséquent, ces laves sont être figées juste au niveau des cratères. Et ici, on voit essentiellement que ces laves sont constituées par les trachytes, les phonolites, les dacites que nous aurons à voir au cours du second semestre. La solidification est rapide et les coulées se font sur de courtes distances avec une certaine épaisseur de la lave. Et ce qui fait que on assiste à la formation de structures particulières, notamment les dômes arrondis, mais également les aiguilles. Donc ici, on parle de lave sous forme de dôme ou bien de lave, n'est-ce pas, visqueuse en aiguille. À côté, nous avons les laves intermédiaires, donc qui ne sont ni basiques ni acides. Et ces laves intermédiaires sont de couleur relativement claire et peu fluide. Leur épanchement ne se fait pas sur de longues distances, donc ils s'épanchent assez loin des centres éruptifs et ces laves appartiennent à la famille donc des andésites. Ces laves se figent sur place et vont former des structures qui rappellent des cordes, raison pour laquelle on les appelle des laves cordées, donc sont des structures enchevêtrées, presque similaires aux racines des grands arbres ou bien également à des cordes qui sont enchevêtrées. Les produits solides libérés lors de l'activité volcanique sont de nature différente. Nous avons d'une part les blocs et les pierres. Les blocs et les pierres proviennent en fait de la cheminée et ont été arrachés lors de l'explosion et sont projetés sur de longues distances. Dans le cas des explosions violentes, on peut avoir une suppression d'une bonne partie du cône volcanique et dans ce cas, on parle d'un cratère qui est égalé. Les bombes volcaniques sont de nature différente en fonction de la nature de la lave. Si la lave est fluide, on a des paquets, des lambeaux de lave qui sont propulsés en l'air, qui vont s'enrouler au cours de la rotation de mouvement et tomber sur le sol pour former des bombes en forme de fuseau ou bien également en forme de poire avec des extrémités recourbées. Si le magma est visqueux, on n'a pas la possibilité d'avoir un enroulement de ces morceaux-là. Ce qui se passe, c'est qu'on va avoir des paquets qui vont tomber directement sur le sol et donc être solidifiés. Et ici, on observe que la bombe volcanique présente l'aspect donc du pain et pour cette raison, on parle de bombe volcanique en croûte de pain. Les scories ne se produisent que dans le cas des laves fluides. En fait, à la surface de la lave, il se forme une écume que les explosions vont projeter en l'air et qui vont se solidifier. Une fois solidifiés, ils vont donc former de petits fragments solides avec des tailles très réduites, vacuolaires, et qui vont constituer ce qu'on appelle les scories. À côté, nous avons les pierres ponces. Les pierres ponces se forment à partir du refroidissement d'un magma visqueux. En fait, puisque dans le magma visqueux, il y a une grande quantité d'air qui est piégé, l'air va donc rester dans la lave et une fois que la lave se solidifie, on va observer des pores sur la roche qui est formée, raison pour laquelle la pierre ponce est constituée par de nombreux pores et ce qui lui donne une possibilité donc de flotter même à la surface de l'eau à cause de sa légèreté. C'est un élément que nous connaissons très bien dans la cosmétique et qui est utilisé très souvent pour enlever les débris de peau qu'on trouve en tout cas au niveau de la plante des pieds chez certaines personnes. Les autres produits solides sont les lambeaux de lave, les cendres et les lapillis. Les lambeaux de lave sont observables au niveau des éruptions effusives avec les laves fluides. À la suite du dégazage rapide, la lave va projeter des lambeaux en surface qui vont se refroidir et constituer ce qu'on appelle les lambeaux de lave. Et ces lambeaux sont projetés en l'air et peuvent tomber tout près du cratère. Et dans ce cas, ils peuvent constituer même des parties des matériaux qui constituent le cône volcanique. Nous avons également les cendres volcaniques. Les cendres sont essentiellement des matériaux meubles, pulvérulents, qui proviennent soit du magma, soit également des roches broyées
de la paroi de la cheminée. Et comme de la farine, les cendres sont capables de mouler les structures situées à côté, à savoir les empreintes des animaux, les débris de végétaux. Et de ce fait, avec ces cendres, il est possible de faire une datation et ça constitue un bon repère stratigraphique. Les cendres, une fois sur place, peuvent se consolider et constituer des roches qu'on appelle des synérites. Les lapillis, ce sont des produits solides éjectés par les explosions et qui ont des diamètres compris entre 2 mm et 2 cm. En général, ce sont des fragments de vieilles laves solidifiées et qui ont pour siège le cratère du volcan. Dans ce document, je présente une synthèse des constituants, que ce soit les constituants gazeux, les constituants liquides, mais également les constituants solides. Et on peut voir qu'en plus des éléments énumérés auparavant, on peut trouver d'autres éléments nouveaux qui se produisent, qui apparaissent lors de l'activité volcanique. C'est le cas, par exemple, des fumerolles. Et ces éléments-là apparaissent la plupart du temps après les éruptions de type, donc des éruptions volcaniques. En grand 6, nous allons voir les phénomènes volcaniques secondaires. Ces phénomènes se produisent peu de temps après les éruptions et même certains sont capables de se produire pendant l'éruption volcanique. Il s'agit des solfatares, des fumerolles et des gésiers. Les solfatares, ce sont des gisements de soufre, ce sont des gaz qui sont libérés sur les flancs du volcan. Donc ils s'échappent à partir des fissures et peuvent atteindre des températures de l'ordre de 300 degrés Celsius. Ils sont composés principalement de vapeur d'eau, de dioxyde de carbone et d'hydrogène sulfureux. En plus des solfatares, nous avons les fumerolles. Les fumerolles sont des gaz très chauds qui s'échappent au niveau du cratère et peuvent atteindre des températures de 1000 degrés Celsius. Ils ont des compositions chimiques qui sont très proches des solfatares. Seulement, en plus des produits émis par les solfatares, on retrouve du chlore, des chlorures et de l'hydrogène. Les solfatares peuvent se trouver au niveau des fissures des volcans pendant la phase d'activité. Et enfin, nous avons les gésiers, qui sont des gerbes d'eau bouillante, qui sont libérées par intermittence au niveau des flancs du volcan. Et ces gésiers-là sont capables de créer la mise en place de minéraux siliceux qu'on appelle les geysérites. Donc, ce sont des gerbes d'eau bouillante à très haute température. Il y a également les structures morphologiques qui sont liées au volcanisme. Nous avons choisi de présenter ici les caldeiras dans un premier temps. Les caldeiras sont des expressions en forme de cuvette qui se forment à partir du cône volcanique. Sur les documents que vous avez ici, on voit sur le premier document qu'il y a ici la chambre magmatique et donc l'éruption qui se déroule pendant cette période-là. À la fin de l'éruption, nous avons donc la chambre qui est vide et on peut s'attendre à des effondrements des flancs du cône volcanique. Et nous avons deux types de caldeiras. Les caldeiras d'explosion qui font suite à une très forte explosion. La dépression obtenue est circulaire et peut atteindre quelques mètres de diamètre. En plus, nous avons les caldeiras d'effondrement qui font suite à une longue activité magmatique. La chambre se vide et le cône s'effondre. Leur diamètre est dans l'ordre des kilomètres. À côté des caldeiras, on peut avoir le volcanisme de points chauds, qui est lié principalement au mouvement des plaques tectoniques. Sur le document qui est présenté, on peut voir la formation d'un cône volcanique, donc activité volcanique pendant cette période. Et lorsque la plaque se déplace, le cône précédemment formé est déplacé et un nouveau volcan se met en place. Il s'ensuit une suite de cônes volcaniques qui sont juxtaposés ou qui se succèdent
les uns par rapport aux autres, étant entendu que le point chaud est fixe. Ce sont les plaques qui se déplacent au fur et à mesure que le mouvement tectonique se produit. Alors, les volcans, on les retrouve pratiquement dans beaucoup de zones au niveau donc de la Terre. Et on peut les classer ici en 3 grands ensembles. Il y a la ceinture de feu du Pacifique, qui représente ou qui regroupe 65% des volcans à l'échelle mondiale. Ce sont généralement des magmas, des volcans avec un magma très visqueux et avec des éruptions explosives. On peut les observer dans le Pacifique. Et comme exemple, on peut voir donc le mont Saint-Hélier qu'on voit ici. On a également le volcan de Krakatoa, donc on a également à l'ouest de l'Australie. Nous avons les volcans intraplaques, que ce soit donc des volcans intra-océaniques ou bien intracontinentaux. Ces volcans-là sont généralement caractérisés par un magma qui est relativement fluide. C'est le cas du volcan de Hawaï qu'on voit ici, donc sur la plaque pacifique. C'est également le cas du volcan de Piton-la Fournaise. Enfin, nous avons les volcans du dorsal océanique, qui sont des volcans avec un magma très fluide, généralement sous-marin. C'est le cas, par exemple, de la dorsale médio-atlantique, qui est donc à l'origine de la production de nouvelles planches océaniques, de nouvelles plaques océaniques, principalement de nature basaltique. Le volcanisme est une activité qui est également connue chez nous à Dakar. On a le volcanisme des Mamelles qu'on trouve dans la partie sud de la presqu'île du Cap-Vert et qui est matérialisé par 2 édifices. Les édifices ont des cratères qui peuvent avoir des diamètres avoisinant les 400 mètres et qui enjambent sur le continent mais également sur l'océan. Les mamelles rappellent évidemment les mamelles de Bontam. Et ici, nous avons sur la photo située à droite l'un des édifices volcaniques sur lequel nous avons le phare des mamelles et sur l'autre, on a actuellement le monument de la Renaissance. Voilà ce qu'on peut dire en ce qui concerne les phénomènes volcaniques. En dernier lieu, nous allons voir les phénomènes liés au plutonisme. Le plutonisme, par définition, est un processus qui est lié au refroidissement du magma en profondeur, contrairement au volcanisme, qui est un phénomène qui se déroule en surface. Et le nom Pluton désigne les dieux des enfers. Les roches plutoniques sont localisées à différents niveaux de la croûte terrestre. En fait, ces roches se trouvent en profondeur, et raison pour laquelle on parle de roches de type intrusif. Si on regarde leur mise en place, les roches plutoniques se forment en profondeur, donc tout le processus se déroule en profondeur. Et là, c'est à partir des magmas formés que nous avons déjà vu dans les chapitres précédents, donc dans les parties donc qui ont précédé, que les roches auront le temps de se refroidir en profondeur. Tout le processus de mise en place se déroule en fait sous la lithosphère. C'est ainsi que nous avons donc des roches qui auront des caractéristiques relativement différentes par rapport aux roches volcaniques. Les roches plutoniques se forment à partir du magma qui refroidit lentement en profondeur, et les conséquences, c'est que nous avons une roche qui sera entièrement cristallisée avec des minéraux visibles et qui auront bien sûr le temps de bien se former. Elles sont accessibles à l'observation directe que grâce à des déformations. En d'autres termes, il n'est pas possible d'observer directement les roches plutoniques, sauf s'il y a déformation ou sauf s'il y a érosion des roches encaissantes qui étaient au-dessus. Le mode de jugement, ici je vous présente 3 blocs diagrammes. Sur le premier bloc diagramme en A, nous avons la chambre magmatique et également nous avons les emplacements que le magma pourrait prendre par rapport à l'encaissant. Et on peut voir que le magma peut exploiter les moyennes zones de faiblesse, se situer entre les couches ou les fractures, et si le magma reste à ce niveau-là, donc n'arrive pas en surface, le magma va se refroidir au cours du temps et nous aurons des structures issues du magmatisme en profondeur.
C'est ce qui est matérialisé sur le bloc diagramme B. Et là, nous avons des structures qui se trouvent sur de longues distances, mais avec de très courtes épaisseurs. On les appelle des filons. Et nous avons à côté les massifs qui sont des structures qui se trouvent sur de grandes distances et également sur très forte épaisseur. Et enfin, ces deux structures sont visibles lorsqu'il y a érosion, donc décapage des couches se trouvant au-dessus, ce qui met à nu les roches plutoniques, comme vous pouvez le voir sur le bloc diagramme C. En résumé, nous avons les filons. La mise en place de ces filons ne se fait pas par épanchement en surface, pour se dérouler en profondeur. Ils se figent dans les fractures ouvertes, que ce soit donc les failles ou autres. Leur dimension est très variable et leur épaisseur est toujours faible par rapport à leur extension. Naturellement, ce sont des filons, longue distance, mais également sur de courtes épaisseurs. Et on distingue les cils, qui sont donc des éléments non concordants avec les couches encaissantes, les necks qui correspondent au remplissage d'une ancienne cheminée volcanique, et les dikes sont des infiltrations dans les fissures du magma qui, une fois refroidies, donnent des roches qu'on appelle les dikes, donc ce sont des roches de type plutonique. Et pour les massifs, ce sont des corps plutoniques, quelle que soit leur forme, mais qui ont une grande épaisseur, mais également qui tiennent sur de longues distances. C'est le cas des massifs qu'on trouve au Sénégal. Ils sont habituellement discordants sur le terrain qui les contiennent ou les supportent. Et c'est ce caractère discordant qui justifie l'emploi du qualificatif donc éruptif. On distingue les batholithes. Ces batholithes sont de grands massifs individualisés, situés en profondeur. Individualisés ou non. C'est le cas, par exemple, du batholithe de Bado-Kakadjan qu'on trouve dans la région de Kédougou. Et nous avons les lacolites qui sont comme des cèdres, mais ils ont une forme trapue, lenticulaire, avec un plancher et également un toit convexe vers le haut. Voilà donc ce qu'on peut dire. C'est relativement long pour cette leçon, mais au moins ça donne des informations sur la formation du magma, l'origine, les phénomènes volcaniques et les mouvements associés, ainsi que le plutonisme. Et on vous recommande, pour les meilleures compréhensions, de recourir à des documents complémentaires pour en tout cas développer ou revoir les notions que tu as abordées. Je vous remercie de votre attention.